question est importante. Quels exemples de manifestations on a déjà eu de risques cyber sur les dits systèmes énergétiques. Alors on va commencer justement par certaines de ces manifestations et on va se rendre compte qu'elles sont relativement anciennes sur ce sujet cyber qu'on redécouvre à chaque décennie et qui est toujours plus important à chaque décennie. Mais où l'une des premières manifestations curieuses aurait, dans vraiment l'intersection entre sécurité des systèmes informatiques et sécurité des systèmes énergétiques, aurait eu lieu en 1982. C'est ce que raconte Thomas Seaweed, qui était secrétaire à l'US Air Force pour Ronald Reagan, dans un de ses livres À the Abyss, ses mémoires à the Abyss, où il explique qu'une opération menée par des éléments de National Security Council avec la CIA aurait permis de faire acheter à l'époque nos opposants soviétiques des logiciels qui venaient du Canada qui permettaient de bien gérer tout le système de pipeline qui en fait aurait été un petit peu trafiqué à l'entrée. Et donc, c'est ce que dit Thomas Seaweed, mais il faut dire aussi que, en tout cas, jusqu'à récemment, il était rare de voir comme d'ailleurs dans beaucoup d'administrations occidentales, il est toujours rare de voir des hauts fonctionnaires non politiques qui se permettent d'écrire des mensonges. Et donc, ce que racontait Thomas Seaweed, c'est qu'il y aurait une explosion en Sibérie soviétique avec une émission d'énergie, lui, il l'estime entre 0,5 et 1 kilotonne, ce qui est quand même relativement important, voire même gigantesque d'une certaine façon. Et c'est ce qu'il raconte. Bon, intéressant, à noter. En 1982, un exemple 25 ans plus tard qui lui est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus documenté d'ailleurs, c'est ce que l'Idaho National Laboratory a essayé de faire et réussi en prenant un générateur diesel et en arrivant de l'extérieur, en envoyant des instructions spécifiques, à jouer sur les disjoncteurs et faire exploser en moins de 3 minutes, enfin dégrader très fortement en moins de 3 minutes, ce générateur diesel. Alors vous pouvez le regarder en ligne, c'est très amusant. On voit que le générateur, première minute, ça tourne et puis ça commence un tout petit peu à bouger dans tous les sens et puis après on ne voit plus rien parce qu'il est fumé partout, parce qu'il y a eu une dégradation très forte interne. Il faut voir que le fait que ces informations-là ont été rendues publiques en 2007 est en tant que tel aussi intéressant évidemment. On est environ une dizaine d'années après que l'ensemble de l'État fédéral américain ait commencé à vraiment prendre conscience de la mesure des risques cyber. Il y a deux dates un peu importantes dans le courant des années 90 qui font que tout d'un coup aux États-Unis on se rend compte que ah oui, il faut faire très attention à ça. D'une part, la commission Clinton sur ce qui va devenir les infrastructures critiques, initialement créée à l'occasion de l'attaque à Oklahoma City, et puis qui va prendre en 1995, et puis qui rapidement va prendre plus de proportions et inclure très fortement ces dimensions cyber. Il y a l'exercice mis en place par la NSA en 1997, Eligible Receiver, où on va justement tester la fragilité des systèmes informatiques dans l'ensemble de l'administration fédérale, et on va se rendre compte qu'il y a des énormes trous dans la raquette, et donc 10 ans plus tard, on pousse le bouchon un peu plus loin, on se rend compte qu'on peut faire, entre guillemets, exploser de l'intérieur des générateurs diesel qui peuvent avoir après des conséquences très fortes sur les distributions de l'électricité. 2007 est une date intéressante également, parce que c'est le moment où, 2007-2008, c'est le moment où les Américains, avec peut-être les Israéliens, avec peut-être aussi, on le sait depuis cette année, les Néerlandais, les Anglais, les Français, les Allemands, à ordre divers, ont aidé au sabotage de l'usine d'enrichissement de l'uranium de Natanz en Iran, dans le cadre d'une opération large qui s'appelait Olympic Games, et d'un malicien en particulier qui a été baptisé Stuxnet. Et ce qui est très intéressant avec cette opération, qui est une forme, on va dire, de révolution dans les affaires militaires lorsqu'elle a été
médiatisé à partir de 2010-2011, c'est que c'est la démonstration qu'on est capable d'attaquer de l'intérieur des bâtiments relativement stratégiques, puisque là on est en Iran, à Natanz, dans un endroit où on utilise des centrifugeuses P1 qui permettent l'enrichissement de l'uranium, qu'on arrive à le faire sans avoir à envoyer des avions F-15, donc là il y a quand même un gain diplomatique très fort, parce qu'on ne voit pas les avions arriver, ça ne laisse pas trop de traces. Il faudra beaucoup de temps pour que les Iraniens finissent par identifier que, effectivement, il s'est passé quelque chose dans les systèmes informatiques, parce que au démarrage des choses, il y a des problèmes dans les centrifugeuses, mais par contre, dans les écrans de contrôle, du logiciel Siemens, tout se passe très bien. Donc, mystère et boule de gomme. Il y a des effets psychologiques. Premier effet psychologique, les écrans de contrôle disent que tout va bien, et la machine ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'ingénieur? Je ne suis pas content. Et donc, on commence à limoger beaucoup des scientifiques et des ingénieurs qui s'occupent de cette usine-là. Donc, il y a des effets de démoralisation très forts, et donc ça fait perdre du temps, forcément. Et puis, il y a un espèce de deuxième effet qui se coule psychologique, parce que en 2010, tout d'un coup, on voit apparaître des choses, on les envoie à un logiciel, une firme de logiciel antivirus biélorusse qui s'appelait Virus Blokada, qui identifie effectivement qu'il y a bien un maliciel qui est à l'origine probablement de ces opérations-là. Les choses sont nettoyées, mais il reste toujours une espèce de doute psychologique. Ok, je crois que tout est propre, mais trois petits points. Qu'est-ce qui se passe quand je remets la clé de contrôle dans le moteur, entre guillemets? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Donc il y a toujours ces éléments-là qui permettent de prendre du temps, de ne pas aller trop vite, ce qui est évidemment extrêmement utile lorsque, en parallèle à cela, il y a une négociation entre, d'une part, les Iraniens et puis les Occidentaux, pour essayer de forcer les Iraniens à ne pas aller trop loin dans l'enrichissement de l'uranium. Bon. Et ultime point qui est important à noter, c'est que donc d'une part, forme de ligne plausible, on ne le voit pas arriver, des effets psychologiques multiples, et puis c'est un bombardement qui est, on pourrait dire, micro-stratégique. Hein. On parlait de bombardements ultra précis pendant la guerre du Golfe en 1990-91, et puis après contre la Serbie en 1999, c'est deux exemples très forts d'utilisation de munitions intelligentes. Là, on est dans le super micro-chirurgical. Parce qu'on arrive à faire casser le truc de l'intérieur, il n'y a évidemment aucun dommage, aucune cible, aucun dommage collatéraux civil. Et c'est vraiment apparemment juste la centrifugeuse, en tout cas ce qu'on comprend, juste la centrifugeuse qui explose l'intérieur. Bon. Donc plein d'avantages politico-diplomatiques, ça tombe bien, parce que c'est quand même l'objectif d'une arme, d'un système d'armement, c'est de faire avancer un message politique. Et à partir de là, il y a une forme de révolution et évidemment de prise de conscience autour de ça. Une forme de réponse du berger à la bergère, d'une certaine façon, qui aura lieu, 5 ans plus tard, lorsque cette fois ce sont les Russes qui vont essayer de provoquer des dommages. Alors là, c'est dans le système de distribution de l'électricité dans l'Ukraine de l'Ouest. Une attaque qui commence le 23 décembre 2015, pas de bol, parce que c'est un jour avant la veille de Noël, donc psychologiquement on essaye évidemment de provoquer un petit effet ici. Et une attaque avec plusieurs maliciels qui, entre guillemets, convergent d'une certaine façon, pour prendre le contrôle en fait des systèmes de gestion de plusieurs de ces utilities ukrainiennes, avec d'ailleurs des opérations que les opérateurs locaux voient en direct, où ils voient des petits curseurs qui se déplacent hors de leur propre contrôle et qui permettent de stopper telle ou telle sous-station. Alors, l'élément positif de l'affaire, c'est que ça, entre guillemets, aurait touché, il y a des chiffres un petit peu divergents, mais qu'entre 80 000 et 225 000 personnes, pour une interruption de la distribution d'électricité qui n'aurait duré que quelques heures. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes électromécaniques et que donc il y avait une sûreté mécanique qui a fait qu'on a pu envoyer des équipes locales pour rétablir entre guillemets le courant.
Mais on voit des éléments quand même relativement sophistiqués dans cette opération. Le fait aussi qu'il y ait une attaque de l'unité de service sur tout ce qui était centraux téléphoniques, pour que même les opérateurs ne puissent pas être informés en temps et en heure de ce qui se passait. Donc des choses qui sont assez intéressantes. Une forme de réplique à cette attaque, d'ailleurs plus sophistiquée, un an plus tard, dans certains quartiers de Kiev en 2016. Et donc la constatation, mais qui était d'une certaine façon déjà dans la tête de beaucoup d'occidentaux à la fin des années 2010, que cet outil militaire très intéressant, que les Occidentaux, en tout cas États-Unis, Israël, et puis donc ceux qui ont apparemment participé aussi, à savoir donc, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, ont pu constater que cet outil évidemment allait rapidement passer de l'autre côté, être aussi utilisé par nos adversaires stratégiques. Il ne faut pas trop s'en étonner d'une certaine façon, parce qu'il y a une grande histoire de l'attaque contre les systèmes énergétiques, qui est liée d'ailleurs à une large histoire de la compréhension à partir de la fin du XIXe siècle que la guerre devient une guerre totale, et qu'en tant que guerre totale, il faut s'en prendre non seulement aux armées, mais également aux infrastructures. Et donc, si on s'en prend aux infrastructures, il faut réfléchir un petit peu aux infrastructures globales, à la fois celles qui vont aider les armées, et aussi celles qui vont aider les systèmes de production qui vont permettre de fournir les armées. Et un des meilleurs exemples de la compréhension, la révélation de l'importance de l'énergie et d'attaquer les systèmes énergétiques dans la guerre, c'est tout simplement la Seconde Guerre mondiale et la campagne de bombardement stratégique qui démarre en particulier lorsque, en début 1943, l'US Air Force va venir, entre guillemets, en soutien à la Royal Air Force, et où il y aura, pour le coup, et ça vient de toute l'école militaire de pensée du bombardement stratégique américaine, un effort plus soutenu, plus concentré sur l'attaque contre tout ce qui est dépôts pétroliers, système pétrochimique allemand, et de l'aveu même des dirigeants civils et militaires allemands après-guerre, comme Albert Speer et d'autres. Effectivement, cette campagne contre toutes les installations pétrolières allemandes aura été un des éléments très forts pour accélérer l'effondrement de l'Allemagne en 1943-1944. Et cette réflexion stratégique, elle va être amplifiée, reprise dans le courant des années 80-90 par par exemple l'un des grands refondateurs de la pensée du bombardement stratégique, le colonel John Warden, qui est le père du plan de campagne de bombardement contre l'Irak en 1990-91, et qui va proposer un modèle avec des métaphores qui sont encore aujourd'hui contestées, mais un modèle d'attaque, entre guillemets, de l'État comme de la nation comme un système, avec plusieurs cercles concentriques, et où, en gros, le point le plus intéressant, évidemment, c'est le leadership, et donc potentiellement tout ce qui peut être attaque de décapitation. Mais le deuxième cercle, très important, très identifié, c'est celui qui est noté comme Organic Essentials, et c'est là où on va trouver tout ce qui est système pétrolier, mais aussi l'énergie et donc distribution d'électricité. Et c'est ce qu'on va voir également dans le bombardement contre la Serbie. Il y a plusieurs problèmes au-delà qui vont être posés par ce renouvellement du bombardement stratégique via le cyber contre les installations énergétiques. Et c'est des problèmes un petit peu de fond qui sont posés aujourd'hui. Et j'en ai listé quelques-uns. Et puis évidemment après, je vais apporter quelques éléments de solution. Mais le plus intéressant arrive après moi avec la simulation. Ce sera proposé par Maxime. Premier point de réalisation des attaquants, mais aussi qui deviennent des défenseurs occidentaux, c'est que tous ces systèmes énergétiques extrêmement importants, comme d'ailleurs beaucoup d'autres systèmes, ne peuvent plus être séparés du cyberespace. La défense par air gap, le fait qu'il y ait une séparation air entre vos systèmes de production et puis cet univers du cyberespace, aujourd'hui, on peut le dire, n'existe quasiment plus,
Et cette conclusion avait déjà été apportée par un des directeurs de la sécurité industrielle de Siemens en 2011, Stephen Woronka. Et je pense qu'il était assez bien renseigné, très probablement, sur cette réalité-là, vu l'expérience de Stuxnet. Stuxnet, donc, qui attaque l'usine d'enrichissement de Natanz en Iran. L'usine d'enrichissement de Natanz, évidemment, elle n'est pas connectée à Internet, bon, mais elle utilise, dans le pilotage du système industriel, un langage qui est fait de 0 et de 1, c'est ce fameux langage informatique. Et à partir du moment où on retrouve, par exemple, une clé USB, on ne sait pas d'où elle vient, on la récupère, on la met dans l'ordinateur, et l'ordinateur a beau ne pas être connecté à Internet, mais tout d'un coup, il vient de se reconnecter à l'univers informatique, grâce à la magie de cette clé USB, et ça permet, après, d'en prendre le contrôle, ou de prendre le contrôle de certains des systèmes informatiques. Et ça, c'est une donnée, finalement, assez importante qu'il faut avoir en tête. De gré ou de force, nous sommes dans le cyberespace. De gré ou de force, nous serons obligés de défendre nos systèmes énergétiques dans le cyberespace. Un autre point, donc là je vous liste quelques points de réflexion, c'est que pour que les États interviennent, il faut qu'il y ait des seuils de représailles qui souvent soient très clairs, parce qu'on est, quand je parle en termes de cyberdéfense, de rapport de force entre les États, on est dans un rapport de force politique, entre seuil et crédibilité. Et le problème, c'est que lorsqu'on attaque les systèmes énergétiques, on ne sait pas forcément très précisément à quel moment c'est embêtant, c'est grave, ça devient très très grave pour l'ensemble de la société qui est derrière. Un exemple, le blackout qui a eu lieu aux États-Unis dans le quart nord-est en 2003, plus de 50 millions de personnes qui vont être plongées pendant plus d'une cinquantaine d'heures dans le noir. Bon, très grave, scénario qui effraie à chaque fois lorsqu'on parle de ça en termes de cyberdéfense des nations. Ok, sauf que, en termes de coût économique, coût relativement faible, 0,1% du PNB, moins de 0,1% du PNB, c'est l'équivalent d'un ouragan comme on en voit 2 à 3 fois par an aux États-Unis, autour de 10 milliards de dollars. Donc c'est une nuisance grave, mais ce n'est pas irréversible pour l'économie américaine, si ce n'est fait qu'une fois en tout cas. Et puis en termes, alors surtout à nouveau dans le langage politique, en termes du nombre de victimes, on a décompté peut-être 11 morts, mais d'une façon extrêmement indirecte. Donc ces choses-là sont très compliquées, et il faut le dire qu'elles sont très compliquées, parce que tout ça, après, s'inscrit dans un langage politique, et un État qui a ce type de dégâts-là, il peut frapper très fortement du poing sur la table, il peut demander des sanctions économiques, peut-être qu'il peut faire vrombir les moteurs, mais en termes de dissuasion, c'est très dur pour lui d'attaquer ou de menacer un autre pays avec des forces stratégiques conséquentes. Donc, voilà, c'est les choses qu'il faut dire. Et d'un autre côté, ça c'est au bout de 50 heures. Maintenant, il y a des simulations qui vont vous expliquer qu'au bout de 4, 5, 6 jours, là tout d'un coup, les choses ne sont pas linéaires, c'est des systèmes dynamiques, et potentiellement sur le reste de notre société, ça commence à faire très mal. Voilà. Donc il y a plein de questions qui sont posées. Je viens de le dire. Et un autre point qui est important à souligner, c'est que on parle beaucoup de l'attaque, et on réfléchit beaucoup autour de l'attaque des systèmes énergétiques comme une cible en tant que telle, dans le cadre d'une campagne, on va dire, de coercion contre un adversaire. Et on a tous en tête, à nouveau, ce qui a pu se passer, le bombardement stratégique contre l'Allemagne, le bombardement stratégique contre l'Irak, et on se dit, attaquer les systèmes énergétiques pour essayer de les casser de l'intérieur, et donc pour affaiblir directement la puissance de l'adversaire. Sauf que, il y a des manières plus subtiles même d'être capable de faire pression. Et un exemple possible, en tout cas c'est pas moi qui le dis, c'est 2 chercheurs sérieux, Jason Healy et Adam Siegel, dans un papier il y a 2 ans au Council of Foreign Relations, c'est qu'on peut faire pression sur un pays de façon multiple, et donc là, ce qui était évoqué, c'est la campagne de désinformation russe contre les États-Unis via les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne électorale de 2016. Alors on va me dire, ok, mais quel rapport avec l'énergie, dit Philippe? Le rapport, il est qu'en parallèle à cette campagne-là, il y a eu une campagne de reconnaissance dans les réseaux énergétiques américains qui a démarré justement à peu près au moment fin 2015, début 2016. Et
il est possible, je dis bien il est possible, en tout cas, c'est la thèse de ces deux chercheurs, qui sont des gens très sérieux, qu'on ait utilisé cette reconnaissance des systèmes énergétiques comme un moyen de pression et un peu de confusion pour arriver à une forme de paralysie stratégique posée, portée contre eh bien, la Maison-Blanche en octobre-novembre 2016. Parce qu'ils voient apparaître beaucoup de choses et ils se disent ben, peut-être que je vais être obligé de riposter. Alors déjà, c'est un peu dur parce que c'est dans le cadre d'une période électorale, mais en plus, c'est un peu dur parce que peut-être que si je riposte, je vais vraiment voir apparaître des choses très dures sur les réseaux énergétiques. Et alors là, je risque de m'embarquer dans un vrai conflit, alors que je suis dans un des chemins critiques d'une démocratie qui est la période électorale, en particulier les 3-4 dernières semaines. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'au-delà de même la capacité de les frapper, je peux faire pression sur un pays juste lorsque je fais de la reconnaissance avancée de son réseau énergétique. C'est un point à noter, ces réseaux énergétiques, comme d'autres types de réseaux, sont en réalité très fragiles, dans le sens où si je touche juste par exemple que les systèmes de sécurité, je suis obligé d'arrêter les opérations en tant que telles. Et donc ce sont des points d'attention très forts et très importants à avoir. Alors, quelques éléments de solution, rapides, hein, j'essaie juste de brosser un petit peu un panorama stratégique. La première, eh bien, c'est celle que, en tant que défenseur, et moi je me poserai tout le temps en position de défenseur, il faut mettre en avant ce qui est nos éléments de défense collective, c'est-à-dire le fait que face à des dangers, des menaces qui sont multiples et complexes, il est plus important de le faire avec ses alliés que de le faire tout seul. Bon, on l'a vu dans l'offensive même avec Stuxnet, puisque nous, Français, apparemment, nous avons participé aussi à ça. Mais on le voit dans le défensif, et ça, l'exemple, c'est ce qui s'est passé justement à nouveau en Ukraine de l'Ouest, où il y a eu une coopération entre le Computer Emergency Response Team des États-Unis dédié au système de contrôle industriel, mais aussi celui de l'Ukraine. Il y a plus que ça, il y a eu des membres du FBI, des départements de sécurité qui sont venus aider l'Ukraine. Il y a aussi des acteurs privés, pas forcément américains, qui sont également venus aider ou apporter leurs éléments d'information lors de ce choc, comme par exemple une boîte comme E7, qui est en Europe de l'Est, et puis une boîte privée de radiosécurité, bon, elle qui a beaucoup d'officiers américains en son cœur, mais on voit là l'exemple d'une coopération internationale et aussi privée-publique. C'est un point important. Et c'est un point important parce que on est là face à la défense de systèmes privés, parce que les infrastructures critiques, très souvent, ce sont des systèmes privés, ce sont des entreprises privées même. Et donc, dans ces écosystèmes, très souvent, les acteurs privés de la cybersécurité voient apparaître des éléments de menace avant même qu'ils puissent se cristalliser dans le cadre d'une opération très spécifique. Et c'est là où c'est très important, à la fois, idéalement, d'avoir une coopération la plus large avec, évidemment, nos partenaires de confiance au niveau international, mais aussi une coopération publique-privée. Deuxième point, bon, alors ça c'est pour mettre des choses rigolotes à l'écran, mais je reprends à nouveau l'exemple de l'Ukraine. Le courant a été, entre guillemets, remis en marche rapidement parce que c'est des systèmes électromécaniques. Et par rapport à ça, il y a le sénateur Angus King du Vermont qui a dit, en reprenant cet exemple-là, c'est très bien d'avoir des systèmes informatiques qui permettent d'avoir l'information le plus rapidement possible, et peut-être d'ailleurs aussi de mieux jouer dans les marchés de l'information de l'énergie, mais il est aussi important d'avoir des systèmes redondants qui ne soient pas forcément connectés au cyberespace, ou en tout cas qui soient plus rustiques. Alors, je mets à l'écran, évidemment, le navire spatial Battlestar Galactica, qu'il faut avoir en tête, parce que ça c'est un des exemples dans le monde imaginaire, de ce type de capacité redondante. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans la série Battlestar Galactica, celle des années 70 et celle plus récente des années 2000, eh bien, le vaisseau Battlestar Galactica est le seul qui résiste à une invasion des Cylons, qui sont des robots. Mais c'est important, parce que grâce à ce vaisseau qui était pensé comme, entre guillemets, non connecté au système informatique, enfin c'est comme ça que c'est un petit peu raconté, eh bien c'est le seul qui résiste à l'invasion des Cylons. Et c'est finalement le seul espoir de l'humanité face à l'invasion des Cylons. Bon,
Ça, je l'évoquais il y a encore 10 ans, et je pense qu'effectivement, on doit avoir plus de réflexion sur ces systèmes rustiques, moins connectés, plus anciens, redondants, pas les plus performants, mais qui sont très utiles en cas de crise. Et puis un dernier élément que j'ai mis là en forme d'introduction évidemment à ce que Maxime va nous montrer, c'est les questions de simulation, comme des éléments avancés de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue défensif, à savoir, voilà, j'ai des comportements plus ou moins normaux d'un côté, et puis de l'autre côté j'ai les simulations qui me disent le type de comportement normaux ou anormaux que je pourrais avoir. En faisant les comparaisons, je peux me poser des questions, et en tout cas je peux faire des analyses plus pointues, et puis on peut même aller après sur les réflexions sur tout ce qui est simulation défense déceptive, où à côté des réseaux réels, on va créer des faux réseaux dans lesquels l'adversaire va entrer, pénétrer, perdre du temps, et ce qui nous permet d'avoir plus d'informations sur le réseau. Alors ça, ce sont des choses à la fois pour ces éléments de cybersécurité pour systèmes techniques, et puis on le voit aussi sur la cybersécurité plus classique. Ce n'est pas complètement inutile de le rappeler, parce qu'un dernier point qu'on commence à voir apparaître, c'est ces éléments de convergence entre la technique opérationnelle, OT, et puis tout ce qui est l'informatique, IT. Et on voit des cas de plus en plus curieux. Et alors, donc là, je finirai sur un appel un petit peu publicitaire pour mon blog à l'usine nouvelle, où j'espère, si j'ai un peu le temps, la semaine prochaine, il y aura un papier là-dessus, qui nous vient en fait d'une firme de cybersécurité qui est en Allemagne et en Israël, qui s'appelle Autorio, et qui s'est rendu compte que justement le fait que même des systèmes industriels utilisent des systèmes IT pour communiquer, échanger des plans, des choses comme ça, parfois ça permet de révéler des failles, des fuites d'une façon assez grave. Bon, je n'en dis pas plus sur le blog de l'usine nouvelle, j'espère, la semaine prochaine. Mais donc tout ça pour dire que c'est l'ultime point, il y a des formes quand même de convergence OT-IT, et ça, évidemment, ça décuple les dangers, les risques sur nos systèmes énergétiques. Voilà une brève introduction. Et alors maintenant, j'ai le plaisir donc d'introduire Maxime. Moi maintenant, je suis obligé de m'éclipser. Mais évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter via email ou Twitter. Et puis voilà, l'échange continue. Il est démarré, j'espère. Merci encore. Ça nous arrive. Alors avant de parler des solutions, je vais surtout vous montrer comment on fait si jamais on est attaquant pour attaquer un système industriel. C'est-à-dire que pour pouvoir se défendre, il faut déjà comprendre la menace, et donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce que c'est la menace du point de vue d'un attaquant. L'intervention de Guy Philippe, elle est très intéressante pour comprendre un petit peu la géostratégie et surtout voir en fait qu'il y a déjà eu des attaques sur des réseaux industriels, mais là maintenant l'idée c'est de vous montrer pourquoi c'est vraiment crédible et pourquoi finalement, avec un peu d'effort, un État peut faire des attaques de ce type-là. Ce que j'ai mis ici, ça représente un système dans une entreprise qui travaille avec des systèmes industriels. Il y a Internet, avec Google, avec tout ce qu'on veut ici. Il y a des machines qui sont dans ce qu'on appelle en général le cloud. Ça peut être chez OVH, ça peut être chez Amazon, ça peut être chez Microsoft. C'est des machines qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle en général un routeur, un modem, c'est quelque chose qui permet de se connecter à Internet. Et il y a des switches, c'est des éléments sur lesquels on branche les ordinateurs et qui permettent après de tout relier facilement au modem pour aller sur Internet. On a parfois des serveurs qui sont en interne. Vous avez forcément déjà entendu des personnes dans vos entreprises parler d'un problème de domaine Windows par exemple. En fait c'est parce qu'il y a une machine en interne qui permet de gérer tous les utilisateurs. Et puis il y a vos ordinateurs à vous. Et en fait dans une entreprise avec des systèmes industriels, les systèmes industriels, ils sont plus vraiment opérés avec des gros boutons sur lesquels on appuie en disant hop j'augmente la pression ou je réduis la pression. En fait maintenant ils sont opérés depuis un ordinateur qui est bien souvent relié à ce qu'on appelle un HMI, c'est-à-dire en fait une interface homme-machine, qui est relié à ce qu'on appelle un PLC, c'est-à-dire un contrôleur qui est programmable, et qui est relié au système industriel. Ça, ces trois catégories-là, c'est ce qu'on peut définir comme étant la partie cloud,
la partie système de gestion et la partie système industriel. Ce que disait Guy aussi dans sa présentation, c'est que finalement, utiliser des technologies un peu rustiques, ça permet de se protéger. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un qui est né en 2000 d'essayer d'attaquer un Minitel, en fait, même si la personne est très douée, la personne va dire, alors déjà ça se met dans quel sens, je vois pas comment ça se passe, je vois pas comment ça fonctionne. En fait, c'est plus ou moins ce qui nous protège aussi un peu aujourd'hui avec les systèmes industriels. Parce que très franchement, attaquer un système industriel, on ne l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas non plus quand on a un ordinateur chez soi. Si on a un ordinateur Windows comme ça, on ne va pas pouvoir faire des simulations facilement pour attaquer un système industriel. Il n'y a pas vraiment qu'il y a même un tout petit générateur à pétrole chez lui qu'on peut brancher à une machine. Donc ça, c'est ce qui nous protège à peu près, parce qu'en fin de compte, dans le monde du système de gestion, on va retrouver des machines Windows, des machines Linux, qui sont souvent faciles à attaquer. Par contre, dans le milieu du système industriel, là, on va parler de protocoles qui sont un petit peu exotiques. On va parler en général de protocoles comme Modbus ou SCADA. En fait, rien que ces deux termes-là, la plupart des personnes qui travaillent dans la sécurité informatique vont vous dire aujourd'hui, franchement, ça c'est pas mon domaine, j'en ai jamais fait, je connais pas. Et donc en fait, comme il y a peu d'attaquants disponibles sur le marché, ça fait que c'est aussi, en termes de risque, quelque chose qui protège, qui réduit un petit peu le risque naturellement, parce que s'il y a peu de loups, les moutons peuvent prospérer, entre guillemets. Et donc là, il y a peu de loups sur ce marché-là. Pour autant, on va voir que c'est des systèmes qui peuvent être attaqués. Et en fait, pourquoi ils peuvent être attaqués ? Le chemin le plus long, mais qui est aujourd'hui un petit peu le plus crédible, c'est, comme le disait aussi Guy Philippe, dans les connexions qu'il y a avec les systèmes de gestion. Parce que, tôt ou tard, les systèmes industriels qui sont parfois complètement déconnectés de tout le reste au début, en fait, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui prend une décision du type, en termes de coût, ça me coûte beaucoup trop cher dès que je veux transférer un fichier entre mon système de gestion et mon système industriel parce que c'est pas connecté, et j'ai besoin d'avoir deux PC portables en permanence avec moi, un qui est connecté au réseau industriel, un autre qui est connecté au réseau de gestion. Le transfert entre les deux, c'est le bazar, et donc tôt ou tard, il y a quelqu'un qui prend une décision qu'il ne faudrait pas prendre. Mais il y a tôt ou tard quelqu'un qui prend une décision un peu raccourcie, qui vise souvent à réduire les coûts, et qui peut en fait se prendre si jamais on prend les mesures nécessaires en termes de précaution et qui sont malheureusement là comprises, c'est tout simplement on connecte les deux. Ou alors pire, c'est par exemple la clé USB, on se dit bon voilà, je prends cette clé USB, je lui fais confiance, je mets un fichier dessus, je le transfère d'ailleurs sur le réseau industriel. C'est comme ça que ça a été attaqué Stuxnet, enfin pas Stuxnet pardon, mais la centrale iranienne. Comment elle a été attaquée? C'était à coup de clé USB. Donc de manière crédible, il y a des gens qui ont eu des gros problèmes dans leur vie parce qu'il y avait des clés USB qui avaient été ramassées à un endroit où elles n'auraient pas dû être ramassées et qui derrière ont été branchées à des endroits où elles n'auraient jamais dû être branchées. Parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Le défaut numéro 1 dans un système d'information, il n'est pas représenté ici, c'est l'humain. L'humain qui se dit oh, franchement, allez, je prends le risque. Je prends ma clé USB, je la branche. Donc ça c'est le problème classique, c'est finalement la personne qui branche une clé USB sur le système de gestion et ça infecte le système industriel de manière indirecte comme ça. Il y a un autre cas qu'on va voir aussi, et on va voir la crédibilité de cet élément-là, c'est parfois il y a des systèmes industriels qui sont branchés sur Internet. C'est pas vraiment normal, ça peut justifier dans certains cas, mais ça peut être dangereux. Et surtout, c'est pas forcément volontaire. Il y a des cas, il y a des témoignages sur Internet où on voit des personnes qui disent il y a un réseau industriel qui n'aurait jamais dû être connecté sur Internet. Sauf qu'il y a un jour, il y a un technicien qui est intervenu pour changer, en fait, pour mettre à jour les systèmes qui géraient les distributeurs de boissons. Et ces distributeurs de boissons, ils étaient connectés normalement à Internet. Et le jour où le technicien est intervenu, en fait, la connexion Internet, elle fonctionnait pas vraiment. Il n'a pas cherché à contacter les responsables de l'entreprise ou quoi que ce soit. Le dépanneur, il s'est dit, il y a quoi d'autre comme réseau dans le coin? Et il a essayé de brancher les câbles entre eux. Et il a fait l'erreur de brancher le réseau qui gérait vraiment la production industrielle au réseau des distributeurs de boissons. Ça ne lui a pas donné Internet pour autant, il a continué, mais il a oublié de débrancher le câble. Il a réussi à donner Internet aux machines de distribution de boissons, mais du coup maintenant on avait le système industriel qui était connecté au réseau des machines de boissons, qui était connecté à Internet. Et là, ça a été la panique totale. Dans le témoignage, c'est assez marrant parce que littéralement, ils voyaient tous les ordinateurs devenir bleus les uns après les autres. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris après coup que c'était le technicien qui avait branché
comme ça sur Internet, tout le réseau industriel. Donc c'est vraiment des scénarios qui sont crédibles. Maintenant, donc, pourquoi on peut attaquer un système industriel? Donc je vais vous montrer deux manières de faire les choses. En fait, la manière la plus facile pour un pirate, c'est d'attaquer le système de gestion. Un système de gestion, comment ça s'attaque de manière triviale? En fait, tous les jours, il y a des alertes qui sont publiées par les autorités comme l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est techniquement, ça a une page qui est consultée normalement plus ou moins une fois par jour, une fois par semaine par les responsables sécurité dans les entreprises. Et par exemple, là on voit, je vais zoomer un petit peu, il y a écrit par exemple, multiples vulnérabilités dans Google Chrome. Bon, ok, on voit ça, on se dit, bon, c'est quoi ce truc? On voit du texte comme ça, et en fait, globalement, ce que ça dit ici, c'est si vous utilisez Google Chrome dans une version avant 78.0.3904.87, eh ben vous avez des problèmes. Bon, le job de la personne qui s'occupe de la sécurité informatique, c'est de regarder tous les postes de travail qui utilisent Google Chrome dans la version avant 78.0.3904.87. Autant vous dire que c'est, enfin, même moi le dire c'est chiant. Donc dans les entreprises, c'est encore plus complexe. Et en fait, heureusement, ils essaient d'outiller ça. Il y a des outils qui font ce qu'on appelle du scan de vulnérabilité. L'idée, c'est de regarder dans le parc informatique de manière automatique les machines qui ont Google Chrome dans une version qui est vulnérable. La manière de se protéger contre ça, c'est relativement simple. C'est on installe les mises à jour de sécurité. La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que les fameux petits écrans que vous avez sur Windows, de temps en temps, ça vous dit merci d'installer les mises à jour et tout le monde clique sur plus tard. Ben, en fait, ça, c'est des choses, quand on clique sur OK, je l'installe maintenant, ça neutralise ce type de vulnérabilité. Pourquoi ces vulnérabilités sont dangereuses? Là, en fait, j'ai une description de problème. OK. C'est on dit, oui, alors en fait, si jamais dans telle condition, je lance une attaque, ça peut fonctionner. Mais en fait, il y a des sites qui sont beaucoup plus drôles. Il y a par exemple ce qu'on appelle ExploitDB, où je reprends un mot-clé d'une vulnérabilité. Par exemple, je pourrais taper Google Chrome. Et là, en fait, j'ai une liste de liens. Mais ces liens, ce n'est pas des problèmes. C'est des kits pour attaquer automatiquement les problèmes. Donc c'est un peu plus rigolo. C'est-à-dire que là, c'est pas j'ai un schéma de Kalachnikov, c'est j'ai une Kalachnikov. Et en plus, elle est pratique, j'ai même pas besoin de la recharger. Il y a un seul bouton, il n'y a pas une gâchette, il y a un seul bouton, c'est j'appuie, ça fonctionne. C'est tout. Des vulnérabilités comme ça, il y en a à peu près 40 par jour qui sortent. Donc ça fait beaucoup. Et globalement, il y en a une par an qui fait un peu peur. Là, la dernière, cette année, elle date de mai 2019. Elle s'appelle Bluekeep. Et en fait, Bluekeep, c'est une vulnérabilité qui affecte un truc qui s'appelle le bureau à distance. C'est le truc qui permet de se connecter sur un poste de travail ou un serveur Windows à distance et de faire comme si on avait Windows sur notre ordinateur, sauf qu'on est sur le bureau d'une autre machine. Et bien en fait, il y avait un problème sur ce protocole-là. Et en termes de délai, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sortie en mai. Une semaine plus tard, il y a McAfee qui avait sorti un petit kit, mais qui n'avait pas révélé au grand public. C'est uniquement certains États qui pouvaient y avoir accès. En août, il y a des gens qui ont mis du code pour attaquer cette vulnérabilité sur un site qui s'appelle GitHub. C'est comme la base de publication des thésards, mais pour les personnes qui font du développement. Ça permet de partager de la connaissance, ça permet de partager du code. Et en septembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le kit qui est sorti dans un truc qui s'appelle Metasploit. Et Metasploit, c'est une sorte de couteau suisse où on dit, bah, en face de moi, j'ai un RDP, j'ai du bureau à distance, est-ce qu'il y a des trucs qui permettent d'attaquer? Et ça répond oui, et ça te donne tout de suite l'arme. C'est-à-dire que c'est en gros comme si je disais, bah, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a priori a des vulnérabilités pour la grippe. Ah bah, dans ce cas-là, j'ai la grippe H1N1, j'ai la grippe H5N1, enfin, il y a tous les modèles, il y a tous les modèles comme ça directement dedans, et on a directement même le petit flacon avec le pistolet qui va avec, donc c'est extrêmement simple. C'est utilisé par tous les consultants en sécurité pour justement des missions d'audit de sécurité. C'est-à-dire qu'à la base, pour quand même remettre les choses dans le contexte, c'est pas fait pour faire des dégâts, c'est fait pour aider les consultants en sécurité à montrer ce qu'on peut faire quand on est méchant. Et donc il y a pas mal d'éléments là-dessus. Il y en a une autre dont vous avez forcément entendu parler, elle s'appelle, en fait c'est WannaCry.
Ça date de 2017. Et c'est une autre vulnérabilité où là, ça affectait le système de partage de fichiers. C'est-à-dire, si jamais j'avais une machine, par exemple, je suis dans un réseau public quelconque, en général, par exemple, un réseau Wi-Fi comme celui de la gare Montparnasse, des choses comme ça. Si jamais il y a un ordinateur qui est mal configuré et qui expose le partage de fichiers, et ben, si jamais il n'avait pas la bonne mise à jour Windows, on pouvait rentrer dedans. Et là, les deux vulnérabilités dont je viens de vous parler, donc BlueKeep et la vulnérabilité derrière WannaCry, et ben en fait, les deux permettaient de devenir chef de la machine. Les deux permettaient de devenir administrateur de la machine. Donc maintenant, si jamais j'essaye de remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que si jamais je deviens administrateur de cette machine-là, qui n'est pas directement connectée à l'interface homme-machine du système industriel, on peut se dire, ouais, il y a encore d'autres épreuves. Sauf qu'en fait, une fois qu'on rentre dans un réseau, c'est très facile de rebondir parce que les utilisateurs, c'est des humains. Et les humains, ils ont une mémoire assez limitée. La conséquence d'une mémoire limitée pour les humains, c'est que les mots de passe d'une personne, c'est souvent les mêmes pour d'autres applications. Et donc, il y a ce qu'on appelle du déplacement latéral, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai piraté cette machine-là et que j'ai récupéré les mots de passe qui étaient sur cette machine-là, eh ben, il y a une probabilité assez élevée que je puisse me servir de ces mots de passe pour aller sur une autre machine. Puis sur une autre machine, et finalement atteindre l'interface de contrôle. Ça, c'est le moyen le plus facile pour un pirate. Sauf qu'en pratique, aujourd'hui, le pirate, quand il voit un truc comme ça, il se dit « Oula, ça c'est du SCADA, c'est du Modbus, c'est un peu compliqué, j'y connais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voler des données, pas de foutre en l'air une usine. Pas de foutre en l'air un système de production énergétique. » C'est ça ce qui nous protège plus ou moins aujourd'hui aussi dans ce type d'attaque. Maintenant, si jamais on regarde donc, ce qui se passe quand on a un pirate qui connaît un peu plus ces protocoles, qui veut les attaquer. Alors, déjà, on peut se poser une première question, c'est combien il y a de systèmes qui sont exposés sur Internet et qui, a priori, utilisent des systèmes industriels. Plutôt que de faire des recherches là-dessus, on va aller sur un site qui s'appelle shodan.io et qui est connu parce qu'en fait, c'est un petit peu le mur de la honte, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sur Shodan, c'est déjà presque trop tard. Ils font des cartes assez sympas sur, par exemple, la carte de tous les systèmes industriels exposés sur Internet. On peut voir que la France, il y a quand même pas mal de points dessus aussi. Et ils fournissent des petits fichiers assez pratiques où on dit, par exemple, là, je veux récupérer tous les systèmes qui sont exposés sur Internet et qui utilisent des protocoles comme BACnet, DNP3, Niagara Fox, Modbus ou alors Siemens S7. Bon, je ne suis pas du tout expert sur l'ensemble de ces protocoles-là, par contre, c'est pour montrer que c'est intéressant, et moi, ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est Modbus, justement. Si jamais on regarde le fichier qu'ils fournissent gratuitement en plus, pour Modbus, et bien en fait, on se retrouve avec des éléments dans lesquels on va voir aussi qu'ils essaient de trouver quelle est l'adresse, enfin quel est le pays dans lequel se trouve le système, et donc là, on voit par exemple qu'il y a France, on voit apparemment que c'est un truc qui est basé vers Vélizy, et il y a pas mal de choses assez intéressantes là-dedans, et donc, je dis pas que ça c'est des systèmes qui sont vulnérables, attention, je dis que c'est des systèmes qui sont exposés. Après, pour rester dans le domaine du légal, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais globalement ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà une cartographie gratuite qui existe, vous ne faites aucun effort, vous pouvez avoir cette base-là. Pour information, si jamais vous voulez reconstituer cette base-là, j'avais publié un article pour Centrale Énergie sur le sujet, ça prend moins d'1 heure pour scanner tout Internet, mais je dis bien tout Internet, c'est pas juste la France, pour scanner tout Internet, ça prend moins d'1 heure pour trouver toutes les machines qui ont un port Modbus exposé. Donc c'est peu d'efforts, c'est juste qu'il faut utiliser les bons outils, il faut avoir le bon couteau suisse pour le faire. Oui ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier qu'il est exposé le système? Ils ont testé, ils vont jusqu'au Modbus, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, en fait, on voit qu'il essaye même d'aller un peu plus loin. Je vais revenir sur Modbus juste après. Mais on voit qu'il y a même des réponses qui sont clairement du protocole Modbus. Là, on voit par exemple que Slave ID Data Illegal Function, c'est-à-dire que là, on voit que c'est comme si la personne avait essayé de parler chinois à quelque chose qui parlerait que français, par exemple. C'est-à-dire que la personne dit « je comprends pas trop », mais ça répond. Et donc, le fait que ça réponde, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets quelqu'un au bout du fil. Donc, on a des éléments de ce type-là. Il y a même une carte comme ça où on peut dire bah moi je voudrais voir tous les alors le Modbus
il y a un numéro sur Internet qui lui est attribué. En gros, c'est les machines exposent ça sur un port particulier. Et on peut faire des recherches comme ça. Et même après, on peut faire des petites recherches de cartes. Là, je suis en mode gratuit, donc j'ai pas accès à tout. Mais on a même une petite carte qui essaye de remettre les informations plus ou moins en forme avec des petits points rouges qui disent bah là, a priori, il y a quelque chose. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est imparfait, surtout en mode gratuit, mais c'est juste pour vous dire que quelqu'un qui veut s'intéresser au domaine, en fait, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour qu'il obtienne des informations pertinentes. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée pour un pirate qui veut s'intéresser au système industriel, elle est davantage psychologique que technique. On peut aussi faire des recherches comme ça en disant bah, moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui contient Modbus. Et il y a même une petite carte assez marrante qui dit bah en France il y a 9 878 104 ports, c'est-à-dire des sortes de petites portes sur des ordinateurs qui sont accessibles depuis Internet, et notamment apparemment il y a 5722 systèmes industriels qui sont exposés sur Internet. On a même la carte pour voir les zones avec le plus d'exposition. Donc il y a quand même pas mal de choses de ce type-là qui sont directement disponibles sur Internet. Si je vais un peu plus loin sur Modbus, Modbus c'est un protocole qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait Modbus c'est un protocole où en gros il y a un client et un serveur en face, et l'idée c'est il y a des systèmes qui vont agir comme on dit des esclaves, c'est-à-dire qu'ils vont simplement répondre sur l'initiative d'une demande extérieure. Cette demande extérieure elle vient de ce qu'on appelle un maître, et donc c'est le maître qui va envoyer une question à l'esclave, et l'esclave va répondre à cette question-là. Si on rentre encore un peu plus loin, et c'est là où ça commence à faire peur en général aux chercheurs en sécurité classique, c'est en fait, pour comprendre comment ça fonctionne Modbus, eh ben, il faut se dire qu'un système industriel, grosso modo, ça fonctionne avec des éléments qui disent ça c'est vrai ou ça c'est faux, c'est-à-dire en fait j'ai une valve qui est ouverte ou fermée par exemple, ou alors j'ai une valve par exemple qui peut être un peu ouverte, un peu fermée, c'est-à-dire on va essayer de dire elle est ouverte à 0%, à 10%, à 20%, 30%, et donc là c'est une entrée analogique qui permet de faire évoluer comme quand on a un bouton qui fait tourner le volume sur un haut-parleur. Et il y a d'autres éléments qui sont des registres qui vont permettre d'envoyer des ordres. Et c'est là où ça devient plus compliqué parce qu'en fait Modbus c'est un protocole, mais après pour comprendre comment Modbus est appliqué par exemple sur un système Siemens, il faut lire la documentation Siemens. Pour voir comment Modbus s'est appliqué dans une entreprise quelconque, il faut comprendre leur documentation aussi à eux, et ça naturellement tout le monde n'y a pas accès. Donc ça aussi c'est une petite barrière technique qui permet de protéger un petit peu tout ça. Néanmoins, si jamais on comprend comment tout ça fonctionne, eh ben on peut faire des choses assez intéressantes. Guy Philippe parlait tout à l'heure d'un truc qui s'appelle Aurora. En fait, ça c'est une vidéo qui montre ce qui a été fait par des personnes qui avaient acheté un générateur et qui l'ont cassé volontairement. Et donc, alors je vais accélérer un tout petit peu. Donc là c'est le générateur. Voilà. Là on voit un tremblement, et en fait ça comment ils ont fait, c'est les pirates, ils envoyaient des ordres sur le protocole utilisé par la machine pour que à chaque fois que en gros le générateur en fait les arbres qui sont à l'intérieur du générateur faisaient une rotation, et ils essaient de rebooster le cycle de rotation de sorte à ce que ça aille de plus en plus vite et ça crée des rotations, des vibrations. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si on créait un balourd volontairement dans le générateur. Et en fait, à force de faire ça et en le cadençant bien, on voit que le générateur derrière, il était enfumé. Pourquoi ça devient un peu plus crédible maintenant, ce genre de choses? C'est parce que non seulement donc, il y a de la documentation qui commence un peu à émerger, mais en plus de ça, et ça c'est vraiment le truc que je voulais vraiment vous montrer aussi ce soir, c'est qu'il y a des petits simulateurs qui existent maintenant. C'est-à-dire qu'on peut maintenant apprendre tout seul à attaquer des systèmes industriels. Et donc là, par exemple, c'est un truc qui est gratuit, qui s'appelle GRFICS, donc Graphics. Et le concept, c'est on a un petit système industriel avec, à gauche, on a des vannes qui apportent un produit. Et à droite, on a des vannes qui permettent de purger quand il y aurait une surpression. Et aussi qui vont récupérer le produit qui sort. Donc c'est la combinaison des conteneurs A et B. C'est-à-dire qu'il y a A plus B, ça produit quelque chose chimiquement parlant, ça sort par là, et si jamais il y a un surplus de pression, il y a la purge qui se met en route. Si jamais je simule le cas de quelqu'un qui serait dans le réseau industriel, et là qui aurait vraiment un accès à ces éléments-là, en fait, comment ça se passe?
quand quelqu'un donne un ordre sur un protocole Modbus, en général, il va dire, bon bah, je vais mettre la valeur de tel registre à X. Par exemple, la vanne, je la mets à 0%. Mais si jamais sur le même réseau, il y a un pirate qui crie très très fort, la valeur de tel registre c'est 100, la valeur de tel registre c'est 100, la valeur de tel registre c'est 100, et qu'il fait très 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 vite, je peux appuyer moi en tant qu'humain autant de fois que je veux sur mon interface avec mes boutons. Le pirate, il va effacer en permanence mes ordres. Si jamais je fais la démonstration, comment ça se passe? Donc là, je suis connecté dans le même réseau que tout ça, et j'ai fait un petit script qui justement hurle en permanence sur le réseau. Et ben, toutes les vannes doivent être ouvertes à fond, et la purge et le produit, je les ferme totalement. C'est-à-dire que là, on voit que c'est à 0 et à 0, et que là, les deux vannes d'arrivée de produit, elles sont à 100. Et donc, on va voir progressivement la pression augmenter ici. Et en fait, il y a un moment, alors, je vais le mettre certainement en arrière-plan parce que ça va prendre un petit peu de temps pour se remplir. Mais en fait, il y a un moment où la purge, elle va essayer de se mettre en route. C'est-à-dire qu'il va y avoir le phénomène du trop-plein qui va déclencher des systèmes d'alarme. Sauf que, comme je hurle sur le réseau, je veux fermer la vanne de purge, je veux fermer la vanne de purge, et ben, elle va pas pouvoir s'ouvrir, et donc ça va faire exploser. D'ailleurs, en fait, le petit simulateur, pour vraiment montrer la démonstration de ce que bon, en fait, le petit simulateur, à la fin, quand on a réussi, le réservoir central, il explose littéralement. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment pour essayer de rajouter le petit côté ludique à la formation. Donc là, ça va monter tranquillement. Donc on va voir, je crois que c'est à 2800 que ça commence à se déclencher un petit peu, on va voir. Et sinon, je reviendrai dessus après, je vais le mettre à côté. Donc là, ça va monter tranquillement, et puis après, ça va exploser. Alors, comment on fait en parallèle pour se protéger de ce genre d'attaque? En fait, si jamais je reprends mon schéma, l'idée, c'est que les systèmes industriels, quand ils sont branchés à des systèmes de gestion comme ça, on peut mettre des gardes sur les liaisons. En fait, c'est tout bête, hein, mais ça s'appelle des pare-feux. C'est-à-dire que c'est un truc que tout le monde utilise déjà, et ça permet de dire, en fait, il faut quand même, la personne qui passe, il faut vraiment qu'elle ait des conditions très spécifiques pour que je l'autorise à passer par là. En fait, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, et ça, c'est pose problème. Le deuxième problème là-dedans, c'est que parfois, le pare-feu, il a lui-même des vulnérabilités, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système industriel, une fois qu'on a mis des choses dedans, c'est figé. Parce que si jamais on modifie la moindre chose, il faut relancer un cycle de validation comme quoi tout fonctionne bien. Donc autant vous dire que la mise à jour Windows qu'il faudrait installer sur les postes sur les éléments qui sont dans le réseau industriel, si jamais quand je l'installe, ça déclenche un cycle de qualification et de mise en conformité qui me coûte 100 000 ou 200 000 euros, sachant qu'une mise à jour Windows, il y en a une par mois, j'y réfléchis quand même à 2 fois. Et donc, un autre exemple là-dessus, hein, dans le domaine militaire, c'est pareil. Si jamais, par exemple, vous avez un radar et qu'il est connecté à des systèmes Windows et que ce radar-là, pour le valider, il faut tirer des missiles qui coûtent chacun 100 000 euros, il faut faire voler des rafales aussi, je peux vous dire qu'on réfléchit à 2 fois avant de faire la mise à jour des systèmes Windows connectés au radar. Et c'est exactement la même chose avec les systèmes industriels, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes autour de ça, des contraintes économiques principalement, qui font qu'on dit, on va essayer de pas trop le mettre sur Internet, et puis on va pas mettre les mises à jour tout de suite dessus. Les pare-feux ont eux-mêmes leur vulnérabilité, et donc eux-mêmes, les pare-feux, il faut les mettre à jour. Et une bonne contre-mesure par rapport à ça, il y a des gens qui disent, comme je sais qu'un pare-feu peut avoir des vulnérabilités, que si jamais j'ai pas de chance, le pirate saura attaquer mon pare-feu, il y a des personnes qui mettent un pare-feu d'une marque A, suivi d'un autre pare-feu d'une marque B. C'est bien comme ça, si jamais le pirate, il connaît que les pare-feux de la marque A, a priori il sera bloqué par la deuxième contre-mesure. La meilleure mesure possible, c'est évidemment de ne pas brancher le réseau sur Terre, mais ça c'est pas trop possible. Et installer les mises à jour, ça c'est le cas idéal, mais c'est pareil, c'est de plus en plus difficile. Et donc par rapport à ça, les évolutions du marché, c'est que on met en place de plus en plus des systèmes de validation de tout ce qui est qualification de conformité de manière virtuelle. C'est-à-dire que si jamais j'installe une mise à jour sur un système virtuel et que je vois que ça fonctionne bien, là j'ai le droit de déployer et ça me coûtera beaucoup moins cher sur le système industriel de production. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se met en pratique. Et de la même manière, pour la protection, il y a maintenant, donc Guy en parlait aussi, en fait,
tout comme je vous montrais tout à l'heure, il y a des alertes pour tout ce qui est Google Chrome, l'informatique de gestion. Il y a des alertes aussi sur les systèmes industriels. Ça, c'est le site américain qui dit, bah, par exemple, là, il y a une alerte sur des produits de chez Siemens, des produits de chez Philips, de chez Mitsubishi, etc. Et donc, globalement, bah, on peut suivre au quotidien ces alertes-là et voir ce qui peut se passer. Alors, on va regarder si où en est le générateur. Pardon, hop, la centrale. Voilà, donc là, on y est presque. Je crois que c'est à 3100 que ça explose un peu. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, en bas ça a légèrement bougé. Là il y avait écrit 6,3%, c'est parce qu'en fait la valve, elle dit bah en fait moi j'aimerais bien m'ouvrir. Sauf que moi je lui dis bah non, il faut qu'elle soit fermée cette valve là. Et donc tous les systèmes d'alarme qui peuvent être en œuvre ici, bah, ils se mettent en œuvre mais ils sont immédiatement effacés par l'action de mon petit script qui tourne. Donc, ça monte tranquillement. Et donc après il y a la petite animation qui va apparaître. Et donc là on voit pareil le système qui essaie de dire non là il faut vraiment qu'on fasse sortir un petit peu de l'est et hop. Voilà. Donc globalement là c'est juste pour vous dire que en fait quelqu'un qui veut s'intéresser, enfin qui s'intéresse un petit peu au système industriel, ben, en fait la barrière aujourd'hui elle est davantage psychologique que technique, il y a de plus en plus de contenu sur le sujet. Ce qui rend la formation un peu difficile néanmoins, c'est que pour pouvoir attaquer un système industriel, il faut avoir accès à la documentation. Fort heureusement, maintenant, si on tape machine industrielle Siemens sur Internet, on trouve aussi de la documentation qui a été scannée par des gens un jour qui en avaient besoin. Et globalement, les contre-mesures, elles sont simples à mettre en œuvre en vrai. Le vrai problème, c'est que dès qu'on touche à un système industriel, eh ben, en fait, il y a besoin de tout requalifier, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est principalement de la dette technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à mettre en place forcément toutes ces contre-mesures-là en amont. Néanmoins, il y a quand même des solutions sur le sujet, et finalement, c'est à peu près les mêmes que pour les systèmes de gestion. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'il n'y a pas de quoi avoir peur non plus à 100%. Autant c'est des attaques qui sont possibles, autant si jamais les 5700 machines qui sont exposées sur Internet, elles étaient attaquées au quotidien, je pense qu'on aurait tous été déjà mis au courant depuis pas mal de temps. Donc l'idée c'est simplement de vous dire qu'il y a des actions qui sont sur la sécurité informatique dans les systèmes industriels. Il y a un contexte géopolitique qui montre que c'est des attaques de plus en plus crédibles, mais par contre c'est un secteur dans lequel les choses évoluent de manière très positive et c'est très intéressant, et notamment l'éducation sur le sujet, elle devient de plus en plus performante et j'espère que ça on le verra dans les écoles d'ingénieurs d'ici quelques années aussi. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter, sinon je vous remercie. Et merci.